Voyons voir si tu es vraiment la mienne, a dit mon père en faisant glisser un kit de test ADN sur la table de Thanksgiving, au-delà de la sauce au canneberge, au-delà de la saucière, droit dans mon assiette. 25 proches ont ri. Mon frère lui a tapé dans la main. Ma mère a fixé son verre de vin comme s'il contenait les réponses à tout ce qu'elle cachait depuis 30 ans. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. J'ai ramassé le kit, j'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit un seul mot, d'accord. 3 semaines plus tard, les résultats sont arrivés. Je les ai envoyés par email à chaque personne présente à cette table. Ma mère s'est évanouie. Mon père a lâché sa fourchette, car le test prouvait que j'étais son seul enfant biologique. Et le fils prodigue, à qui il avait tout donné, n'était pas le sien. Mais je vais trop vite. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment lié à cette histoire, et laissez un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je m'appelle Caroline Mitchell. J'ai 28 ans. Je suis infirmière en réanimation pédiatrique dans un petit hôpital près de Richmond, en Virginie. Et voici l'histoire de la façon dont la blague la plus cruelle de mon père est devenue la vérité qui m'a libéré. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Thanksgiving dernier, la nuit où tout a basculé. Chez les Mitchell, Thanksgiving n'était jamais une affaire décontractée. Mon père, Richard Mitchell et Rick pour tous ceux qui le craignaient et faisaient semblant du contraire l'organisait chaque année dans la maison de Briarwood Lane, une demeure coloniale de 370 mètres carrés qu'il avait construite avec sa propre équipe en 2003. C'était ça, le trait de caractère de papa. Pour tout ce qu'il possédait, il s'assurait que vous sachiez qu'il l'avait mérité. La table de la salle à manger était une dalle de 3 mètres de chêne de Virginie récupérée, achetée à un antiquaire de Stowe, dans le Vermont. 12 chaises, des fuseaux tournés à la main. Mon père siégeait au bout. Mon frère Garrett était assis à sa droite, sur la chaise où les initiales, GM, étaient gravées au dossier. Papa avait fait ça quand Garrett avait 6 ans, comme une sorte de couronnement. Moi, j'étais assise à l'autre bout, près de la porte de la cuisine, la place la plus proche des plats de service parce que, eh bien, quelqu'un devait bien les remplir. 25 personnes remplissaient cette pièce. Des tantes, des oncles, des cousins, la femme de Garrett et leur fils de 4 ans, Mason. Mon père portait sa montre Breitling Navy Timer, celle qu'il s'était offerte quand l'entreprise Mitchell & Son avait atteint son premier $1 million de chiffre d'affaires. Garrett avait des mocassins neufs. Ma mère, Jolene, portait son blazer crème Talby et son bracelet de perles Mickey Moto, celui que papa lui avait offert pour leurs 25 ans de mariage. Un dîner d'anniversaire auquel je n'avais pas été invité. Moi, je portais un gilet que j'avais depuis l'école d'infirmière, gris, pelé au coude. Voici ce que vous auriez remarqué si vous aviez regardé les Mitchell réunis autour de cette table, ils étaient tous blonds. Blond sable, blond miel, blond platine. Et puis, il y avait moi. Cheveux auburn, tirant sur le roux à la lumière, assez foncé pour ressortir sur chaque photo de famille comme une faute de frappe dans un document juridique. Mon père avait passé 20 ans à traiter cette faute comme une preuve. Mais cette année, à Thanksgiving, papa a apporté quelque chose à la table qui n'était pas au menu. Laissez-moi résumer 20 ans en 60 secondes. Quand j'avais 8 ans, j'ai fabriqué une carte pour la fête des pères, papier cartonné, colle à paillettes, la totale. J'ai écrit « Au meilleur papa du monde » dans ma plus belle écriture cursive. Il l'a ouverte au petit déjeuner, l'a lue et l'a déchirée en deux, pile au milieu. « Je ne suis pas ton père » a-t-il dit. Puis il est retourné à ses œufs. J'avais 8 ans. Quand j'avais 14 ans, papa a inscrit Garrett à la St. Andrew Prep. $12 000 par an, blazer et cravate, la totale. Moi, je suis allé à l'école publique de Hopewell. Quand tante Brenda a demandé pourquoi, papa l'a dit à voix haute, là, juste pendant le dîner du dimanche, pourquoi investirais-je dans quelque chose qui n'est peut-être même pas à moi? J'étais assise à 1 mètre de lui. Personne n'a rien dit. Quand j'avais 18 ans, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études. Major de ma promotion, 4.3 de moyenne, un discours que j'avais répété 40 fois devant le miroir de ma salle de bain. Papa n'est pas venu. Il était chez lui à organiser un barbecue pour 50 personnes, une fête pour Garrett qui avait obtenu son diplôme avec un 2.4 de moyenne et une poignée de main de l'entraîneur de football. À 22 ans, à la moitié de mon programme d'infirmière à la VCU,
papa a coupé mon financement sans prévenir. Il restait un semestre. Il a appelé et a dit, j'ai payé pour l'enfant de quelqu'un d'autre assez longtemps. J'ai contracté 47 000 $ de prêts étudiants fédéraux. J'ai fini. Il n'a jamais demandé si j'avais réussi. Ma mère, je devrais vous parler de son rôle dans tout ça. Une fois, quand j'avais 19 ans, j'ai découvert qu'elle m'envoyait discrètement 200 $ par mois via Venmo avec la mention « course ». Puis papa a trouvé les virements. Il a menacé de divorcer. Elle a arrêté. Mon père ne me détestait pas. La haine demande une forme de reconnaissance. Lui, il se contentait de me soustraire. Maintenant, laissez-moi vous parler de Gareth. Gareth Mitchell, 31 ans, 1,85 m, blond sable, une mâchoire de mannequin. La fierté de papa. La preuve de papa. L'héritier Mitchell. Avec un H majuscule. À 16 ans, Gareth a eu un F-150 flambant neuf, blanc perle, suspension surélevée, le logo Mitchell et son sur le haillon comme un blason familial. Moi, j'ai eu une carte de bus. Papa a payé chaque centime des frais d'université de Gareth à Virginia Tech. 4 ans, pas de prêt, pas de questions. Quand Gareth a obtenu son diplôme, avec des notes moyennes et un diplôme en commerce qu'il utilise à peine, papa lui a donné un bureau de direction chez Mitchell et Son et le titre de chef de projet. Pas d'entretien, pas de CV, juste le sang. Ou ce que papa croyait être le sang. L'an dernier, Gareth a acheté une maison, une construction neuve dans le quartier de Willowbrook, 300 mètres carrés, espace de vie ouvert, comptoir en quartz. Papa a versé les 80 000 $ d'acompte. Il a juste fait un chèque. Moi, je vis dans un studio à 4 pâtés de maison de l'hôpital, 42 mètres carrés. Le comptoir de la cuisine sert aussi de bureau. Quand je rentre d'un shift de 12 heures en réanimation, je mange debout parce que la table ne peut contenir qu'une seule chaise. Gareth conduit un Chevy Tahoe noir. Je conduis une Honda Civic de 2014 avec une bosse sur le pare-chocs arrière. Elle roule encore. C'est suffisant. Maintenant, voici le truc à propos de Gareth, il n'est pas méchant. Je veux être juste à ce sujet. Il n'a pas grandi en pensant qu'il faisait quelque chose de mal. Quand on vous donne tout dès la naissance, vous ne questionnez pas le système. Vous supposez simplement que vous le méritez. Sa phrase préférée, prononcée avec ce sourire facile de « Fils doré, ne t'inquiète pas, Cal. Tu seras toujours une Mitchell honoraire. » Honoraire, comme un passe invité dans ma propre famille. Mais voici la partie qui vous fera rire. Ou peut-être pas. L'ironie. J'y arrive. Vous n'êtes pas encore prêt. Ma mère, Jolene Mitchell, 54 ans, des mèches blondes toutes les 6 semaines dans un salon de short pump. Une Lexus RX couleur champagne doré. Une carte de crédit supplémentaire sur l'Amex Platinum de papa qu'elle utilisait comme si c'était de l'oxygène. Jolene n'était pas une femme cruelle. C'est ce qui rendait les choses pires. Elle ne m'a jamais traité d'erreur. Elle n'a jamais déchiré mes cartes ou refusé d'assister à ma remise de diplôme. Elle ne faisait juste rien pour arrêter tout ça. Chaque fois que papa disait quelque chose de blessant, maman étudiait son verre de vin, sa serviette ou le motif du papier peint. Elle a perfectionné l'art de regarder, rien, pendant que tout se déroulait juste sous ses yeux. Quand j'avais 16 ans, je lui ai demandé directement. Nous étions seuls dans la cuisine après Thanksgiving. Ironique, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Maman, suis-je la fille de papa ?» Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a posé le torchon et a dit, « Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses. » Cette phrase a vécu en moi pendant 12 ans. Je l'ai retournée encore et encore comme un galet dans ma poche, essayant de comprendre ce qu'elle signifiait. Confirmait-elle les soupçons de papa? M'avertissait-elle? Se protégeait-elle elle-même? Il m'a fallu 12 ans pour réaliser que la réponse était la 3e. Maman vivait bien. La maison de Breerwood, la Lexus, le bracelet Mickey Moto, l'adhésion au country club, le voyage annuel à Hilton Head. Tout cela dépendait d'une chose, que Rick Mitchell reste marié avec elle. Et Rick Mitchell ne resterait marié avec elle qu'aussi longtemps que certaines questions resteraient sans réponse. Un soir, environ un mois avant Thanksgiving, je suis passé à la maison pour récupérer une boîte de vieilles photos de famille. Maman était sur le canapé,
téléphone à la main, en train de supprimer une conversation par SMS. Elle l'a fermé trop vite quand elle m'a vu. Trop vite. Je n'ai pas demandé qui c'était. Pas à ce moment-là. Dîner de Thanksgiving. 20h17. La dinde avait été découpée. Le vin coulait à flot. Un cabernet dont papa payait toujours trop cher parce qu'il aimait prononcer le nom. Gareth racontait une histoire sur un chantier, quelque chose à propos d'une coulée de béton et d'un contremaître qui ne supportait pas la pression. Papa riait à gorge déployée. Maman souriait sur commande. Je passais les patates douces quand papa s'est levé. Il a tapoté son couteau contre son verre. La pièce s'est tue. 25 visages se sont tournés vers lui, et je jure qu'il avait l'air d'un homme sur le point de porter un toast à son propre couronnement. J'ai un petit cadeau pour Cali cette année, a-t-il dit. Il a sorti une boîte verte et blanche de sous sa chaise, un kit de test ADN à domicile. Il l'a brandi pour que tout le monde puisse voir, puis l'a fait glisser sur la table vers moi. Il a cogné contre mon verre d'eau. Voyons voir si tu es vraiment la mienne. La pièce a explosé de rire. Le genre de rire fort et soulagé qui survient quand les gens sont mal à l'aise mais choisissent la facilité. Oncle Denny a gloussé dans son bourbon. Tante Brenda a détourné le regard. Gareth a frappé la table. Sauvage, papa. Jolene est devenue blanche. J'ai vu ses doigts se crisper autour du pied de son verre au point que j'ai cru qu'il allait se briser. Mais elle n'a pas dit un mot. Elle ne le faisait jamais. J'ai ramassé la boîte. La pièce est redevenue silencieuse. Un silence différent. J'ai regardé mon père. Ses yeux brillaient d'amusement. Il s'attendait à des larmes, je pense, ou peut-être à ce que je claque la porte. 20 ans de données lui disaient que j'allais m'effondrer. D'accord, ai-je dit. C'est tout. Juste, d'accord. J'ai mis le kit dans mon sac. J'ai fini mon dîner. J'ai dit bonne nuit à tante Brenda. Je suis rentré chez moi, dans mon studio, seul dans ma Civic cabossée. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine et j'ai ouvert la boîte. Ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Un kit d'ascendance grand public teste l'ethnicité, pas la paternité. Mais cela m'a donné l'idée. La nuit même, j'ai commandé un test de paternité auprès d'un laboratoire accrédité à ABB. Une vraie chaîne de garde. De vrais résultats. Des résultats qui signifient quelque chose. J'avais besoin de 2 échantillons. Le mien était facile, un prélèvement de joue, scellé, étiqueté. Celui de Rick? Il avait laissé quelque chose derrière lui sur la chaise où j'étais assise, son mouchoir monogrammé. Initial rame en fil marine. Il l'avait utilisé pour éponger du vin sur son menton et l'avait jeté sans y penser. Je l'ai scellé dans un sac plastique et j'ai posté les 2 échantillons le lendemain matin. Personne ne savait. Tu voulais la vérité, papa? Moi aussi. Le groupe de discussion s'est enflammé avant même que je n'enlève ma blouse le lendemain matin. Le groupe de la famille Mitchell, 42 membres, créé par papa 5 ans auparavant, utilisé principalement pour la logistique des vacances et les mises à jour de chantier de Gareth dont personne ne voulait. Ce matin-là, il avait un nouvel objectif. Papa avait posté une photo. C'était moi, la veille, tenant le kit ADN à table. Je ne sais pas qui l'a prise. Quelqu'un dont le téléphone était incliné depuis l'autre côté de la pièce. Mon visage était à moitié tourné, la bouche légèrement ouverte. J'avais l'air stupéfaite. Vulnérable. Sa légende, voyons voir si le facteur a laissé autre chose que des lettres. Gareth a répondu en premier, 3 émojis qui rient. Puis, l'ADN ne ment pas, papa. Oncle Pet, oh mon Dieu, Rick. Cousine Terra, un simple émoji mort de rire, ce qui compte comme un assentiment dans la famille Mitchell. Personne n'a dit que c'était cruel. Personne n'a dit, Rick, c'est ta fille. Personne n'a rien dit qui ressemble à une défense. 42 personnes, 42 témoins d'une blague publique sur ma filiation. Et la seule réponse fut le rire ou le silence. J'ai tout lu à 2h47 du matin, assise dans la salle de repos de la réa pédiatrique. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Je venais de sortir d'une urgence, un enfant de 3 ans avec un VRS, entre la vie et la mort pendant 40 minutes avant qu'on le stabilise. Mes mains sentaient encore le latex des gants.
Et là, c'était sur mon téléphone, entre une notification pour mon prêt étudiant et une alerte météo. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, de chaque emoji, de chaque silence. Dana Reeves, ma collègue, ma meilleure amie, la seule personne à l'hôpital qui connaissait ma famille. Elle a vu mon visage quand j'ai posé le téléphone. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a juste regardé et a dit « Obtiens les faits, Cali. Ensuite, laisse les faits parler. » J'ai verrouillé mon téléphone. Je suis retourné voir mon patient. Le labo avait mes échantillons. Le temps tournait. 3 semaines avant Noël, mon téléphone a sonné. Papa. Pas de salutation, pas de chaleur, juste « Noël, c'est pour la famille. Tu sais où est ta place ?» Il a raccroché avant que je puisse répondre. 16 secondes. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal des appels après, fixant le chiffre comme si le numéro pouvait expliquer ce que les mots ne disaient pas. Garrett a envoyé un SMS 1 heure plus tard. Le classique Garrett, jouant la gentillesse tout en faisant appliquer le verdict, pas de rancune, Cal. C'est la maison de papa, ses règles. Peut-être que l'année prochaine, les choses seront différentes. Puis vint maman. Son message n'était pas du réconfort. Ce n'était pas des excuses. C'était, s'il te plaît, n'empire pas les choses. 3 messages de 3 Mitchell. Pas un seul n'a dit, c'est injuste. Pas un seul n'a dit, je suis désolé. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'était que mon absence rendrait les vacances de tout le monde plus confortables. Alors, j'ai passé le réveillon de Noël seul. J'ai acheté un petit sapin sur le parking de Patterson Avenue, un M20, $60. J'aurais probablement pas dû. Je l'ai posé sur mon comptoir de cuisine à côté de mon ordinateur portable et d'une pile de dossiers médicaux. J'ai préparé des macaronis au fromage en boîte. J'ai versé un verre de vin, un merlot à $7, pas de cabernet, et je me suis assise sur mon unique chaise pour manger. Dehors, Richmond était froid et clair. À travers la fenêtre, je voyais l'immeuble d'en face, les fenêtres illuminées de lumière colorée et les silhouettes des gens bougeant derrière les rideaux. À 23h43, j'ai ouvert mes emails. Il était là. Objet, vos résultats de test ADN sont prêts. Action requise. Du laboratoire, daté de l'après-midi. Mon pouce a hésité au-dessus. Je sentais mon pouls dans mes doigts. J'ai fermé l'email. Pas encore. J'ai fini mon vin. J'ai éteint les lumières. Je suis allé au lit. Les résultats seraient encore là le matin. Et moi aussi. 6 janvier. L'email est arrivé à 9h14 de Richard à Mitchell, envoyé à la liste de distribution de la famille Mitchell, copié à Caroline Mitchell. Objet, mise à jour de la planification successorale. Lecture formelle le 18 janvier. Le corps du texte était court. Papa écrivait comme il construisait des maisons, brutales, porteurs, sans ornementation. J'ai travaillé avec mon avocat, Howard Pratt, pour finaliser mon plan successoral. Après mûre réflexion, j'ai décidé que les actifs des Mitchell propriétés, parts d'entreprise et avoirs financiers devraient être transmis exclusivement à mes enfants biologiques. Une lecture formelle aura lieu le 18 janvier au cabinet de Howard Pratt, 10h. Votre présence est attendue. Signature, Richard A. Mitchell, Mitchell et son Construction LLC, établi en 1998. Garrett a répondu à tous en 4 minutes, merci, papa. La bonne décision. Personne d'autre n'a répondu, mais je sais qu'ils l'ont tous lu. 42 personnes, 42 silences. Il m'avait mis en copie, pas en copie cachée. Il voulait que je le voie. Il voulait que je sache que ce n'était plus juste une insulte à table ou une blague de groupe. C'était en train de devenir légal, officiel, permanent. Enfant biologique. 2 mots qui étaient censés être mon avis d'expulsion. J'ai lu l'email 3 fois. Puis une 4e, plus lentement, et quelque chose a fait, clic. Une porte que je ne savais pas être là s'est ouverte dans mon esprit. Enfant biologique. Si j'étais la fille biologique de Rick et un labo quelque part dans le Maryland était sur le point de me dire si je l'étais, alors ce langage ne m'excluait pas. Il me protégeait. Et si j'étais son enfant biologique, et que le testament ne couvrait que les enfants biologiques, alors la vraie question n'était pas sur moi. Elle était sur Garrett.
J'ai fermé mon ordinateur. Je suis allé travailler. J'ai intubé un enfant de 6 ans atteint d'une pneumonie. Et je n'ai plus repensé à l'email avant la fin de mon service, 14 heures plus tard. Mais il était là, à m'attendre, comme tout le reste. 9 janvier. Je suis allé chez Garrett pour récupérer une boîte de vieilles photos de famille que maman m'avait dit avoir laissées dans son garage. Garrett n'était pas là. Sa femme, Stacy, m'a laissé entrer, polie mais distante, comme on traiterait un parent éloigné à un enterrement. Elle m'a dirigé vers le garage et est retournée en cuisine. Mason était dans le salon, 4 ans. Boucle blonde, le sourire de Garrett, un dinosaure dans chaque main. Il a levé les yeux quand je suis passé et a dit avec la brutalité désinvolte que seuls les enfants peuvent avoir, « Papa dit que tu n'es pas de la vraie famille. Tu ne devrais pas être ici. » Il l'a dit comme il aurait dit, « Le ciel est bleu. » Aucune méchanceté, juste une information qu'il avait absorbée comme les enfants absorbent tout des adultes qui façonnent leur monde. J'ai arrêté de marcher. Ce n'étaient pas les mots. J'en avais entendu de pire de la part de son grand-père. C'était la réalisation que j'étais en train de voir ça recommencer. Une nouvelle génération apprenant le même mensonge, le répétant avec la même confiance facile. Mason grandirait en croyant que sa tante était une étrangère, tout comme Garrett, et ses enfants après lui. Je me suis agenouillé. Chérie, la famille, ce n'est pas ce que les gens disent. C'est ce qui est vrai. Mason a cligné des yeux, puis est retourné à ses dinosaures. Il m'avait déjà oublié. Pas moi. J'ai pris la boîte de photos, j'ai remercié Stacy et je suis resté assise dans ma Civic pendant 10 minutes, moteur éteint. Le radiateur faisait des tics en refroidissant. Mon souffle embuait le pare-brise. Puis j'ai ouvert mon téléphone. J'ai ouvert mon email. J'ai cliqué sur l'objet que j'évitais depuis Noël. Probabilité de paternité, 99,998%. Richard R. Mitchell est le père biologique de Caroline R. Mitchell. J'ai lu 2 fois, 3 fois, 4. Et j'ai pensé à une question que je veux vous poser, avez-vous déjà vécu un moment où la vérité pouvait tout détruire, mais où vous aviez besoin de savoir de toute façon? Ou ne pas savoir était pire que n'importe quelle retombée? Parce que c'est là que j'en étais. Assise dans une Civic cabossée dans l'allée de mon frère, les mains tremblantes, le chauffage éteint, l'écran brillant sur mes genoux. J'adorerais entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. J'ai fermé l'email. J'ai passé la marche arrière et je suis parti travailler. Mais quelque chose avait changé. Le galet que je portais dans ma poche depuis 12 ans, ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses, je comprenais enfin ce qu'il signifiait. Et ce n'était pas à propos de moi. Ça n'a jamais été à propos de moi. Je suis resté avec les résultats pendant 3 jours, non pas parce que j'en doutais. Le labo était accrédité à ABB. L'étalon or pour les tests de paternité aux États-Unis. Chaîne de garde documentée. Résultats notariés. 99,998%. En science, c'est aussi proche de la certitude qu'on puisse l'être sans être témoin de la conception. Je suis resté avec eux à cause de ce qu'ils signifiaient. J'étais la fille de Rick Mitchell, sa fille biologique, l'enfant qu'il avait appelé « erreur » pendant 20 ans, celle qu'il avait privée de frais de scolarité, de présence et de décence élémentaire. J'étais la sienne. J'avais toujours été la sienne, ce qui signifiait que l'affaire qu'avait eue ma mère, celle pour laquelle papa me punissait depuis que j'avais 8 ans, n'avait pas produit moi. Elle avait produit quelqu'un d'autre. J'ai pensé au visage de maman à la table de Thanksgiving, quand papa a fait glisser ce kit vers moi. La façon dont elle est devenue blanche, dont ses doigts ont étranglé le verre de vin. Elle n'était pas gênée pour moi. Elle était terrifiée pour elle-même parce qu'elle savait, elle avait toujours su, que si quelqu'un dans cette famille faisait un test ADN, le mensonge ne tiendrait pas. Pas son mensonge à mon sujet. Son mensonge à propos de Garrett. Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses. Elle ne me protégeait pas d'une vérité douloureuse. Elle protégeait Garrett d'une vérité dévastatrice. Et elle se protégeait elle-même de la seule conséquence qu'elle craignait vraiment, que Rick découvre que son fils, Doré, son héritier, le fils aîné dont la chaise était fièrement gravée, portait l'ADN d'un autre homme. J'ai pensé à l'appeler. J'ai décroché le téléphone 2 fois. Les 2 fois, j'ai reposé. Que dire?
Maman, je sais. Elle nierait. Elle pleurerait. Elle me supplierait de ne rien dire. Et je serais exactement là où j'ai toujours été, à porter le secret de quelqu'un d'autre, à avaler la honte de quelqu'un d'autre, à maintenir la paix à mes propres frais. Pas cette fois. J'ai appelé un avocat à la place. Le cabinet de Margaret Foley était sur Main Street, à Mechanicsville, un bâtiment en briques étroit entre un salon de coiffure et un comptable. 2e étage, pas d'ascenseur. Son bureau était enseveli sous des dossiers et une barre de céréales à moitié mangée, et les étagères derrière elle pliaient sous le poids de volumes de droit successoral de Virginie assez épais pour arrêter une balle. Je l'ai trouvé comme la plupart des gens trouvent des avocats ces jours-ci, avocat successoral Richmond Virginie, sur Google. Elle était la 3e. Les avis disaient qu'elle était minutieuse, juste et qu'elle ne ferait pas perdre mon temps. Ce que je ne savais pas en entrant, c'est que Margaret Foley était allée à la James Madison University avec ma mère, promo 1991. Elles avaient perdu contact depuis des décennies. Margaret l'a mentionné en passant quand j'ai donné mon nom. Mitchell? Quel lien avec Jolene Arrow? Puis elle est passée à autre chose sans insister. Professionnel. J'ai aimé ça. Je lui ai montré les résultats ADN. Je lui ai montré l'email de papa à propos des actifs aux enfants biologiques seulement. Je lui ai montré les captures d'écran du groupe de discussion. Elle a tout lu 2 fois, a bu son café noir et n'a pas parlé avant d'avoir fini. Le langage est clair, a-t-elle dit. Si son testament stipule que les actifs sont transmis aux enfants biologiques, et que vous pouvez prouver que vous êtes son enfant biologique, vous avez une réclamation légale. Une solide. Et si quelqu'un d'autre dans la famille n'est pas son enfant biologique? Elle a posé son café. Point alors sous le langage exact que votre père a choisi, cette personne n'aurait aucune réclamation du tout. Silence. Vous auriez besoin de plus qu'un test à domicile pour le tribunal, a-t-elle poursuivi. Mais voici le truc, vous n'aurez peut-être pas besoin de tribunal. Une fois que votre père verra ses résultats, il exigera un nouveau test. Et quand il le fera, il testera tout le monde. C'est comme ça que les hommes comme lui fonctionnent. Ils ne s'arrêtent pas de creuser tant que le sol ne les a pas engloutis. J'ai hoché la tête. Vous réalisez que cela va faire exploser toute votre famille, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé de l'autre côté de ce bureau encombré, la lumière d'hiver entrant à travers les stores en bande pâle, et j'ai dit que ce n'était jamais entier pour commencer. 14 janvier, 4 jours avant la lecture, papa a appelé. Pas pour se réconcilier, pas pour reconsidérer, pour me rappeler ma place. La lecture est samedi. Je t'ai invité parce que je veux que tu l'entendes de Howard en personne que tu n'auras pas un sou. Ne viens pas là-bas en pleurant. Ne viens pas en mendiant. Et n'embarrasse pas cette famille plus que tu ne l'as déjà fait. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai regardé les secondes s'égrener sur l'écran. Il a parlé pendant 2 minutes et 11 secondes. J'ai dit 4 mots, je serai là, papa. Il a raccroché en premier. Il le faisait toujours. Le SMS de Gareth est arrivé 20 minutes plus tard. Le classique Gareth, performant la gentillesse tout en faisant appliquer le verdict, Cal, accepte-le simplement. Papa ne va pas changer. Prends la défaite avec grâce. Prends la défaite. Comme si toute mon existence était un tableau d'affichage. Puis, maman. Son appel est arrivé à 21h, sa voix basse et tremblante comme elle le devient après son 2e verre de Pinot Grigio. Caroline, s'il te plaît, ne viens pas. Ce sera plus facile pour tout le monde. Plus facile pour tout le monde. La devise de la famille Mitchell. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai mis mon téléphone sur le chargeur, j'ai versé un verre d'eau et je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant le parking sombre en bas. Ma Civic sous le lampadaire, le givre sur le pare-brise. J'étais en pause entre 2 services. Dans 6 heures, je serai de retour en réa à vérifier les réglages de ventilateur sur un enfant qui pesait moins que mon manteau d'hiver. Je serai calme, précise, nécessaire. Je prendrai des décisions qui comptent, mesurées en niveau d'oxygène, en fréquence cardiaque et en milligrammes. Et puis dans 4 jours, j'entrerai dans une pièce remplie de gens qui avaient passé toute ma vie à me dire que je ne comptais pas. Et je laisserai un morceau de papier dire ce que je n'ai jamais pu dire. Dana avait raison. Laisse les faits parler. 15 janvier, à 3 jours de l'échéance,
j'ai rencontré Margaret à son cabinet après mon service. Elle avait les copies notariées prêtes. 3 jeux des résultats ADN, chacun dans une enveloppe scellée, chacun portant le tampon de certification du labo et son sceau de notaire. Propre, officiel. Le genre de paperasse qui n'a pas besoin d'une voix haute pour faire valoir son point. J'ai aussi tiré le brouillon du testament que votre père a envoyé par email, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. Il vous a mis en copie, ce qui signifie que ce n'est pas privilégié, et il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle a tourné son ordinateur vers moi. Ce testament n'a pas été exécuté. Pas de signature, pas de témoin. Sous la loi de Virginie, c'est une déclaration d'intention, rien de plus. Ce qui signifie que son précédent testament, celui déposé il y a 3 ans, est toujours le document opérationnel. Que dit l'Ancien Testament? Langage standard. Actif divisé également entre mes enfants. Pas de qualificatif biologique, pas d'exigence ADN. Je me suis adossé. Donc, même s'il essaie de signer le nouveau, s'il le signe et qu'il tient le coup face à une contestation, il dit enfant biologique seulement, et nous savons tous deux ce que cela signifie pour vous. Elle a marqué une pause. Quoi qu'il arrive, Caroline, vous êtes protégée. L'Ancien Testament vous inclut. Le Nouveau Testament, s'il est assez fou pour le signer, n'inclut que vous. Elle a laissé cela flotter. J'ai rédigé un email cette nuit-là. Destinataire, chaque adresse de la liste de distribution de la famille Mitchell. Pièce jointe, les résultats ADN. Objet laissé vide pour l'instant. Je l'ai enregistré dans mon dossier de brouillon et j'ai fermé mon ordinateur. Plan B, juste au cas où. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je suis allé faire du shopping. Pas dans une friperie, pas chez Target. J'ai conduit jusqu'à une boutique de consignation à Carytown et j'ai acheté un blazer bleu marine, un pantalon ajusté et une paire de chaussures Oxford en cuir. $140 au total, plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements en 3 mois. Dana m'a aidé à m'entraîner ce soir-là. Pas ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Tu ne leur dois aucune explication, m'a-t-elle dit sur une soupe réchauffée de la cafétéria de l'hôpital. Tu entres, tu t'assois, tu attends le bon moment et tu poses l'enveloppe sur la table. C'est tout. Laisse le papier parler. J'ai hoché la tête. Pour la première fois en 20 ans, je n'entrais pas dans un événement des Mitchell en espérant survivre. J'entrais préparé. 17 janvier, la veille. Je n'ai pas pu dormir. Pas par peur. Pas exactement. C'était quelque chose de plus proche du vertige. Ce sentiment quand vous êtes au bord d'un lieu élevé et que votre corps sait, avant votre cerveau, que tout de l'autre côté sera différent. Je me suis assise sur mon lit avec une boîte à chaussures remplie de vieilles photos. La plupart dataient d'avant. Avant que papa décide que je n'étais pas la sienne. Il y en avait une sur laquelle je revenais sans cesse, moi à 5 ans assise sur ses genoux dans le jardin. Tous deux en train de rire, ses bras autour de moi, ma tête penchée en arrière, le soleil derrière nous. C'était la dernière fois qu'il m'avait tenu. J'avais 5 ans. Je ne me souviens pas de ce qui était drôle. Je me souviens juste de me sentir en sécurité. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Demain, j'entrerai dans une pièce et je mettrai fin à ma famille telle qu'elle existait. Pas la détruire. Elle était déjà détruite. Elle l'était depuis 20 ans. On n'avait juste pas admis. Mais mettre fin à la version de celle-ci que tout le monde avait accepté de jouer, la version où papa était le patriarche vertueux, où Gareth était l'héritier digne, où maman était l'épouse loyale, où j'étais l'erreur. Tout cela, fait à cause d'un morceau de papier dans mon sac. J'ai appelé Dana à 23 heures. Est-ce que je fais la bonne chose? Elle n'a pas hésité. Est-ce qu'ils font la bonne chose avec toi? Silence. Cali, cet homme t'a humilié devant toute ta famille lors d'un jour de fête. Il essaie de t'effacer légalement. Ton frère te traite comme une note de bas de page. Ta mère a tout regardé et a choisi son confort plutôt que ta dignité pendant 20 ans. Elle a pris une inspiration. Tu n'as pas commencé ça. Tu es juste celle qui est assez courageuse pour le finir. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur. Les résultats ADN brillaient sur l'écran, 99,9 1998%. J'ai fermé.
J'ai placé l'enveloppe notariée dans mon sac, le fourre-tout bleu marine que j'avais acheté pour aller avec le blazer, et je l'ai posé près de la porte. J'ai éteint la lumière. Je n'ai pas dormi, mais j'étais prête. 18 janvier, 9h47. Le cabinet de Howard Pratt était dans un immeuble professionnel en briques rouges sur Broad Street, le genre d'endroit qui sentait le vieux tapis et l'autorité. Deuxième étage, moquette, lambris en noyer, diplômes encadrés avec une précision chirurgicale. Je suis arrivé 13 minutes en avance, délibérément. Je voulais être assise avant que quelqu'un d'autre n'entre. La salle de conférence était longue et étroite, une table en noyer, 12 chaises en cuir, une fenêtre donnant sur le parking. L'assistante de Howard Pratt m'a proposé de l'eau. J'ai posé sur un dessous de verre, j'ai mis mon sac par terre à côté de ma chaise, l'enveloppe à l'intérieur. Ils sont arrivés par groupe. Oncle Denny et tante Brenda en premier, calme, me saluant avec la politesse prudente des gens qui savent que quelque chose est sur le point de mal tourner. Puis des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis Thanksgiving dernier. Puis Garrett et Stacy. Garrett dans un veston qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Stacy dans des talons qui claquaient sur le parquet. 15 personnes au total. Pas toute la famille, mais ceux qui comptaient. Le cercle restreint. Papa est entré en dernier. Bien sûr. Rick Mitchell n'entrait pas dans une pièce. Il l'occupait. Blazer anthracite, chemise blanche amidonnée, la bretline attrapant la lumière au plafond. Il s'est assis au bout de la table. Garrett s'est glissé sur la chaise à sa droite. Maman s'est assise à sa gauche, les yeux déjà rougis, les doigts tripotant le fermoir de son bracelet Mickey Moto comme un chapelet. Papa m'a vu et s'est arrêté. Surprise que tu sois venu, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai croisé les mains sur la table. Je portais le blazer bleu marine, le pantalon ajusté, les chaussures Oxford en cuir. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Pas de boucle d'oreille, pas de maquillage, juste une ligne nette de rouge à lèvres rouges parce que Dana m'avait dit, à moitié en plaisantant, l'armure prend toutes les formes. Howard Pratt est entré avec un classeur en cuir. Il s'est assis à l'opposé de papa, s'est raclé la gorge. C'est une formalité, Callie, a dit papa à travers la table, assez fort pour que toute la pièce entende. Tu es ici par courtoisie, rien de plus. J'ai croisé son regard. Je n'ai rien dit. Howard a ouvert le classeur. Howard Pratt était un homme prudent, la soixantaine, lunettes cerclées de métal, le genre d'avocat qui lisait chaque clause à voix haute parce qu'il avait déjà vu ce qui arrivait quand quelqu'un ne le faisait pas. Il a ouvert le classeur, ajusté ses lunettes et a commencé. Ce document représente les intentions testamentaires déclarées de Richard Alan Mitchell, préparées en consultation avec ce cabinet, daté du 3 janvier de cette année. Saute le préambule, Howard, a dit papa. Va à l'essentiel. Howard l'a regardé, puis a hoché la tête. Il a tourné une page. Article 4, section 1, distribution des actifs. Tous les biens immobiliers, intérêts commerciaux et actifs financiers détenus par Richard Alan Mitchell seront transmis exclusivement à ses enfants biologiques, tels que vérifiés par une documentation légalement reconnue à la date de son décès. Papa s'est adossé à sa chaise et m'a regardé, non pas avec colère, avec satisfaction. Le regard d'un homme qui vient de clouer la dernière planche d'une clôture. Tu vois, a-t-il dit. Noir sur blanc. Garrett a hoché la tête. C'est juste du business, Cal. Quelques proches se sont agités sur leur chaise. Tante Brenda a pincé les lèvres. Oncle Denny a étudié le grain de la table. Personne n'a parlé. Howard a continué, détaillant la répartition, la maison de Breerood, les parts de Mitchell et son, les comptes d'investissement, l'assurance vie. 3,2 millions de dollars en valeur estimée totale. Tout cela dirigé vers les « enfants biologiques ». La phrase se répétait comme un coup de marteau. Enfant biologique. Enfant biologique. Enfant biologique. Et chaque fois qu'il le disait, le menton de papa se relevait d'une fraction. Quand Howard a fini, il a retiré ses lunettes et a croisé les mains. Ce document demeure sous forme de brouillon et nécessite des signatures et des témoins pour devenir juridiquement contraignant. Cependant, M. Mitchell souhaitait partager ses intentions avec la famille avant la finalisation. Il a regardé autour de la pièce. A-t-il des questions ou des objections?
Silence. Papa a souri. La pièce a expiré. Ma main s'est déplacée vers mon sac. J'ai une objection. Ma voix est sortie plus assurée que je ne m'y attendais. Basse, claire. Le genre de voix que j'utilise à 3 heures du matin quand une alarme de ventilateur se déclenche et qu'une pièce remplie de parents paniqués a besoin de quelqu'un de calme. Chaque tête s'est tournée. Le sourire de papa n'est pas tombé. Il s'est figé. Excuse-moi. Pas émotionnel, ai-je dit. Procédural. Je me suis levé, j'ai marché vers la porte de la salle de conférence, je l'ai ouverte. Margaret Foley est entrée, tailleur pantalon gris, lunettes de lecture sur une chaîne, porte-documents en cuir sous le bras. Elle attendait dans le couloir depuis 11 minutes. On avait chronométré. Qui est cette femme, a dit papa. Sa voix a monté dans les aigus. Pas encore en colère, mais proche. La façon dont un orage sonne avant le premier craquement. Pourquoi faire? Il n'y a rien à contester. Vous n'êtes pas Monsieur Mitchell, la voix de Margaret a coupé net. Votre brouillon de testament stipule que les actifs sont transmis aux enfants biologiques seulement. Nous aimerions soumettre une documentation pertinente à cette clause. Elle m'a fait un signe de tête. J'ai fouillé dans mon sac. Mes doigts ont trouvé l'enveloppe, lisse, scellée, le tampon de notaire légèrement en relief sous mon pouce. Je l'avais portée pendant 3 jours. Elle ne pesait presque rien. Elle pesait tout. Je l'ai posée sur la table, centrée, juste entre la carafe d'eau et le classeur en cuir. 15 personnes l'ont fixée. La respiration de maman a changé. Je pouvais l'entendre de l'autre côté de la pièce. Superficielle, rapide, la façon dont les patients respirent quand ils savent qu'une mauvaise nouvelle arrive avant même que le médecin n'ouvre la bouche. J'ai regardé mon père. Tu voulais savoir si j'étais la tienne, papa. Tu m'as demandé à Thanksgiving devant toute la famille. Tu m'as donné un kit ADN. Tu en as fait une blague. J'ai poussé l'enveloppe d'1 pouce vers lui. J'ai fait le test. Voici les résultats. Margaret a ouvert l'enveloppe avec le calme exercé de quelqu'un qui avait fait ça 100 fois. Elle a retiré 3 pages agrafées, a scanné la pièce et a lu à haute voix, test de paternité réalisé par Genalink Diagnostic, un laboratoire accrédité à ABB à Bethesda, Maryland. Sujet du test, Richard Alan Mitchell, père présumé. Caroline Rose Mitchell, enfant. Échantillon reçu le 2 décembre. Analyse terminée le 19 décembre. Elle a fait une pause. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la fournaise siffler à travers les conduits. Conclusion, basée sur l'analyse des marqueurs génétiques, la probabilité de paternité est de 99,998%. Richard Alan Mitchell est le père biologique de Caroline Rose Mitchell. Elle a posé le papier. Papa l'a fixé comme s'il était écrit dans une langue qu'il avait oubliée. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Ce n'est pas possible. Le laboratoire est accrédité au niveau fédéral, a dit Margaret calmement. Les résultats sont notariés. La chaîne de garde est documentée. J'ai 2 copies certifiées supplémentaires si vous voulez que votre propre avocat les examine. Garrett s'est propulsée en avant sur sa chaise. Elle a truqué ça. Elle a dû truquer ça. Il n'y a aucun moyen. Monsieur Mitchell, Margaret n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'accréditation à ABB est la norme utilisée par les tribunaux américains pour la détermination de la paternité. Ces résultats sont aussi fiables qu'un test ordonné par un juge. La bouche de Garrett a travaillé, mais rien n'est sorti. Maman n'avait pas bougé. Ses mains étaient à plat sur la table. Ses yeux étaient fixés sur le papier. Son visage. Je n'oublierai jamais ça. Son visage portait l'expression d'une personne regardant un bâtiment s'effondrer au ralenti, sachant qu'elle était à l'intérieur. Papa s'est tourné vers Howard Pratt. Howard, ceci est. Peut-elle faire ça? Howard a retiré ses lunettes. Rick, les résultats semblent légitimes. Je recommanderais. Je n'ai pas demandé une recommandation, Monsieur Mitchell. Margaret a croisé les mains. Avant de demander un nouveau test, ce à quoi vous avez droit, vous voudrez peut-être envisager de tester tous vos enfants. Étant donné ce que nous savons maintenant, cela semble prudent.
Le mot a atterri comme une grenade avec une mèche retardée. Tous. Papa a regardé Gareth, puis maman, puis est revenu à moi, et pour la première fois en 20 ans, j'ai regardé la certitude de mon père se fissurer. Je ne l'ai pas dit. Je veux être clair à ce sujet. Je n'ai pas dit, Gareth n'est pas ton fils. Je n'ai pas dit, maman a eu une liaison. Je n'ai accusé personne de rien. Je n'avais pas besoin de le faire. Les mathématiques faisaient déjà le travail. Vous pouviez le voir se déplacer à travers la pièce comme un courant. Visage après visage, chaise après chaise. Si Callie est la fille de Rick, et que Rick a cru pendant 20 ans que sa femme l'avait trompé, alors qui était le produit de cette liaison? J'ai gardé ma voix égale. Je suis ton enfant biologique, papa. Le test le confirme. Maintenant, si tu souhaites procéder avec un testament qui laisse tout à tes enfants biologiques, je soutiens pleinement cela. La phrase est restée là comme une allumette allumée sur de l'herbe sèche. Gareth s'est levé. Quelle est cette implication? Je l'ai regardé. Je n'implique rien, Gareth. Je présente des faits. Papa m'a appris que c'est ce que font les Mitchell. Son visage est devenu rouge. Pas le rouge de l'embarras, mais le rouge furieux, celui qui commence au col et monte. Il s'est tourné vers maman. Dis-lui qu'elle a tort. Maman, dis-lui qu'elle ment. Dis-lui. Papa ne lui a rien dit. Il regardait Gareth. Vraiment le regarder, peut-être pour la première fois en 31 ans. Et j'ai regardé quelque chose se déplacer derrière ses yeux. Le même rétrécissement, la même évaluation froide, la même suspicion qu'il avait visée contre moi à travers les tables de dîner et les dîners de vacances et les légendes de groupe depuis 2 décennies. Il mesurait Gareth comme il m'avait toujours mesuré. Je suis ton fils, Gareth a dit. Je te ressemble exactement. Tout le monde dit, papa. Tout le monde dit que je te ressemble exactement. La voix de papa est sortie doucement, presque un chuchotement, tu ressembles à Greg. Gareth a tressailli comme s'il avait été frappé. Et la pièce. La pièce a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Chaque regard s'est tourné vers le portrait de famille encadré accroché au mur de Howard Pratt. Pas le nôtre. Mais cela n'avait pas d'importance parce que les Mitchell visualisaient tous la même image. La photo de carte de Noël de 2019, celle que maman avait envoyée à 150 personnes, Rick, Jolene, Gareth, tous blonds, et moi, la fille aux cheveux auburn debout légèrement à l'écart, comme si j'avais été photoshopé depuis une famille différente. Sauf que maintenant, l'image se lisait différemment. Tante Brenda est celle qui l'a dit doucement, presque pour elle-même, oh mon Dieu. Les cheveux. Callie a les cheveux de la mère de Rick. Elle avait raison. Grandma et la Mitchell, la mère de papa, décédée quand j'avais 3 ans, avait les cheveux auburn, rouge foncé, presque acajou. Je l'avais vu sur des photos, mais je n'avais jamais fait le lien parce que personne ne m'avait jamais laissé le faire. Personne n'avait jamais dit, tu ressembles à ta grand-mère, Callie. Cette phrase était réservée à Gareth, tu ressembles exactement à ton papa. Sauf qu'il ne le faisait pas. Il ne l'avait jamais fait. La pièce se défaisait. Gareth a poussé sa chaise et a fait les 100 pas vers la fenêtre, les mains jointes derrière la nuque, respirant fort. Stacy a tendu la main vers lui. Il s'est retiré. Maman était affaissée sur sa chaise, à peine consciente. Tante Brenda avait un bras autour d'elle, lui éventant le visage avec un bloc-notes. Howard Pratt restait parfaitement immobile, stylo figé au-dessus de son classeur, le visage d'un homme regardant son heure facturable se transformer en feu de joie. Papa n'avait pas bougé. Il était assis au bout de la table avec les mains à plat sur la surface en noyer, fixant le rapport ADN comme si c'était un miroir montrant un visage qu'il ne reconnaissait pas. Je me suis levé, pas vite, pas dramatique. La façon dont je me lève en réa quand j'ai des informations dont une famille a besoin. Calme, présente. Papa. Il n'a pas levé les yeux. Pendant 20 ans, tu m'as appelé une erreur. Tu as déchiré la carte de fête des pères que j'ai faite quand j'avais 8 ans. Tu n'es pas venu à ma remise de diplôme. Tu as coupé mes frais de scolarité et m'as laissé contracter 47 000 $ de prêt. Tu as posté à mon sujet dans le groupe de discussion de la famille comme si j'étais une blague. Tu m'as tendu un kit ADN à Thanksgiving devant 25 personnes et m'as mis au défi de prouver que j'appartenais à la famille. J'ai fait une pause. Et maintenant, ce kit, ta blague,
prouve que j'étais ton seul enfant biologique tout ce temps. La fille que tu as jetée était celle qui était réelle, et le fils à qui tu as tout donné. Je me suis arrêté parce que je ne suis pas cruel. Parce que Gareth était à la fenêtre et que ses épaules tremblaient. Et quoi qu'il fût, quoi qu'il ait fait, il n'avait pas choisi cela plus que moi. Je ne suis pas venu ici pour prendre l'argent de quelqu'un, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu parce que tu m'as convoqué. Tu voulais que la vérité soit lue à haute voix devant la famille. Alors la voici. Je l'ai regardé, la Breitling à son poignet, les mains qui avaient construit une entreprise et déchiré la carte d'une enfant avec la même aisance. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton nom. J'avais juste besoin que tu saches que ta blague la plus cruelle disait la vérité que tu avais trop peur de trouver. Je me suis assise. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de ma mère et du son de la fournaise cyclant à travers les conduits. Personne n'a regardé mon père. Tout le monde m'a regardé. Tante Brenda a bougé en premier. Elle s'est levée lentement, comme une femme qui venait de prendre une décision qu'elle aurait dû prendre il y a longtemps, a traversé la pièce et a passé ses bras autour de moi. Pas un câlin poli. Un vrai, le genre qui dit « je te vois et je suis désolé », sans utiliser ni l'une ni l'autre des phrases. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-elle chuchoté contre mon épaule. Je t'ai regardé lui faire ça et je n'ai rien dit. Je suis désolé, Cali. Oncle Denis s'est raclé la gorge. Il regardait papa, et son expression n'était pas de la sympathie. C'était quelque chose de plus dur. Rick, qu'est-ce que tu as fait? Papa n'a pas répondu. Cousine Terra, celle qui avait envoyé l'emoji grimaçant dans le groupe, s'est levée et a marché jusqu'à mon côté de la table. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste tenue là, à côté de Brenda, à côté de moi. Un vote silencieux. D'autres ont suivi. Pas tous. Certains fixaient la table. Certains étudiaient leur téléphone. Mais assez d'entre eux 5, puis 6, puis 8 ont déplacé leur poids, leur chaise, leur attention vers le bout de la pièce où j'étais assise, le bout près de la porte, le bout près de la cuisine, la place qu'on m'avait assignée toute ma vie. Howard Pratt a fermé son classeur. Il a retiré ses lunettes et a parlé avec la gravité mesurée d'un homme choisissant ses mots pour un dossier légal, Monsieur Mitchell. Je vous conseille vivement de reporter toute action ultérieure sur ce plan successoral jusqu'à ce que les faits pertinents puissent être vérifiés de manière indépendante. Le document tel qu'il est rédigé n'est plus direct. C'était la façon de Howard de dire « Vous avez écrit un testament pour punir votre fille et cela vient de devenir l'instrument de votre propre perte. » Gareth était déjà parti. Il s'était éclipsé pendant le câlin de Brenda, les talons de Stacy claquant derrière lui dans le couloir. J'ai entendu la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrir et se refermer. Maman était aidée à se lever par Brenda et une cousine dont je devrais me souvenir du nom mais dont je ne me souviens pas. Son mascara avait coulé en 2 lignes sombres sur ses joues. Elle m'a regardé une fois, juste une fois. Alors qu'il la guidait devant ma chaise, elle n'a rien dit, mais ses yeux disaient tout, « Je suis désolé. Et tu n'aurais jamais dû le découvrir. » Papa était assis seul au bout de la table. La Breitling attrapait la lumière. Le classeur était parti. La carafe d'eau était toujours là, la condensation formant une flaque sur le noyer. Le rapport ADN gisait au centre de la table, intouché comme un verdict que personne ne voulait être le premier à ramasser. Il n'avait toujours pas dit un mot. Margaret a mis les choses au clair dans le couloir après, alors que la famille nous dépassait vers le parking. Elle gardait la voix basse, mais elle n'a rien enrobé, voici où en sont les choses. Le Nouveau Testament de votre père, celui que Howard vient de lire, n'a jamais été signé. C'est un brouillon. Juridiquement, c'est du papier toilette. Elle a levé un doigt. Son précédent testament, déposé en 2021, divise ses actifs également entre mes enfants. Pas de qualificatif biologique. Ce testament est toujours opérationnel. Donc, je suis couverte dans les 2 cas, ai-je dit. Oui, sous l'Ancien Testament, vous héritez en tant qu'enfant. S'il est assez têtu pour signer le nouveau, enfant biologique seulement, vous héritez en tant que son seul enfant biologique. Il a construit une cage et s'est enfermé à l'intérieur. Elle a jeté un coup d'œil vers le parking où le Tao de Gareth sortait en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte froid. Qu'en est-il de Gareth? Cela dépend de votre père. Sous le nouveau brouillon,
Gareth n'a aucune réclamation. Il n'est pas un enfant biologique. Sous l'Ancien Testament, il est listé comme enfant, ce qui est juridiquement suffisant à moins que quelqu'un ne le conteste. Je ne contesterai pas. Elle a hoché la tête. Il y a une autre option. Votre père pourrait officiellement adopter Gareth. L'adoption d'adultes est légale en Virginie. Pétition directe. Pas de limite d'âge. Cela restaurerait le statut juridique de Gareth en tant qu'enfant de Rick pour les besoins de l'héritage. Mais ce serait public. Ce serait au dossier. Oui. Et Gareth devrait consentir. Je me suis appuyé contre le mur de briques et j'ai regardé mon souffle former des nuages dans l'air de janvier. Sur le parking, tante Brenda aidait maman à monter dans sa Lexus. Oncle Denny se tenait près de son camion, main dans les poches, fixant le sol. 15 personnes étaient entrées dans cette pièce en croyant une histoire. Elles en étaient ressorties en portant une différente. Et l'homme qui avait écrit les deux versions était toujours assis à l'intérieur, seul au bout d'une table vide. Margaret, merci. Elle a serré ma main, ferme, professionnelle. Vous n'aviez pas besoin de moi, Callie. Vous aviez juste besoin que la vérité ait un témoin. Je suis rentré à l'intérieur. La salle de conférence était vide, sauf pour papa. Howard était parti avec tact, j'en suis sûr, avec un au revoir bref et facturable. Le classeur en cuir avait disparu. La carafe d'eau était toujours là, la condensation formant une flaque sur le noyer. Papa était assis au bout de la table. Ses mains étaient sur ses genoux maintenant. La bretline avait glissé sur son poignet, lâche, comme s'il avait perdu du poids dans les 30 dernières minutes. Ses yeux étaient rouges mais secs. Il ne pleurait pas. Je ne pense pas que Rick Mitchell ait pleuré depuis que Reagan était au pouvoir. Je me suis assise en face de lui, pas au bout, pas près de la porte de la cuisine. J'ai tiré une chaise à 2 places de lui et je me suis assise et j'ai attendu. Il lui a fallu près d'une minute entière. Tu savais, a-t-il finalement dit. Avant le test? Tu savais pour Gareth? Non, ai-je dit. Je n'ai juste pas couru cette fois. Il a hoché la tête lentement comme si le mouvement faisait mal. Un autre silence. Plus long. La fournaise s'est déclenchée à nouveau et les bouches d'aération ont exhalé de l'air chaud dans la pièce. Je te dois, a-t-il commencé. Tu ne me dois rien. Je veux prendre. Il m'a regardé alors. Vraiment regardé. Pas le regard méprisant à travers une table, pas l'évaluation froide d'un homme cataloguant des preuves. Il m'a regardé comme j'imagine qu'il regardait cette photographie, celle de moi à 5 ans sur ses genoux, riant avant qu'il décide que je n'appartenais pas à la famille. Mais tu me dois des excuses, ai-je dit. Par écrit, envoyé aux mêmes personnes qui t'ont regardé m'humilier. Le groupe de discussion, la liste de mai, chaque personne qui a ri à la blague du kit ADN. Il a ouvert la bouche. Je ne te demande pas de m'aimer, papa. Je te demande de corriger le dossier. Il a fermé la bouche. Il a fixé la table. Je me suis levé, j'ai récupéré mon sac et j'ai marché vers le froid de janvier. Le ciel était blanc. L'air avait un goût de givre. Ma Civic était la plus vieille voiture du parking. Je suis monté dedans. J'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, puis a démarré. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. J'avais un service dans 2 heures. Une semaine plus tard, Gareth a appelé. J'étais dans la salle de repos à manger une barre de céréales entre 2 patients quand son nom a illuminé mon téléphone. J'ai presque laissé aller sur la messagerie. Gareth ne m'avait jamais appelé avec de bonnes nouvelles. Mais quelque chose en moi, peut-être la même chose qui m'avait fait dire, d'accord, à la table de Thanksgiving, m'a dit de décrocher. Je l'ai fait, a-t-il dit. Pas de salutation, pas de préambule. Sa voix sonnait creuse comme celle d'un homme qui avait crié dans une pièce vide. J'ai fait le test, je suis allé dans un labo à Enrico, j'ai eu les résultats ce matin. J'ai posé la barre de céréales. 0%, a-t-il dit. Richard Mitchell n'est pas mon père biologique. Probabilité 0. J'ai écouté sa respiration, inspiré, expiré. Le son d'un homme recalibrant 31 ans d'identité en temps réel. Tu savais que c'était moi, a-t-il demandé. Quand tu es entré là-bas avec cette enveloppe.
Tu savais? Non, je savais juste que c'était moi. Silence. Je t'ai appelé Mitchell Honoraire toute ta vie, a-t-il dit. Sa voix a craqué sur le mot « honoraire ». Je l'ai dit comme une blague. Chaque Thanksgiving, chaque Noël où tu étais autorisé à assister. Et je suis celui qui. Il n'a pas fini. Tu es toujours mon frère, Garrett. Ça n'a pas changé. Comment peux-tu dire ça après tout ce que j'ai? Parce que c'est vrai. Nous n'avons pas choisi ça, ni l'un ni l'autre. J'ai entendu quelque chose à l'autre bout que je n'avais jamais entendu de Garrett Mitchell en 31 ans. Il pleurait. Pas le genre frustré, en colère. Le genre qui survient quand les échafaudages tombent et que vous réalisez que le bâtiment sur lequel vous étiez debout n'était jamais là. Et tu sais quoi? J'ai envie de te demander quelque chose. Si tu étais à la place de Garrett, si tu découvrais que chaque privilège, chaque avantage, chaque moment de fils doré de toute ta vie était construit sur un mensonge que quelqu'un d'autre avait raconté avant ta naissance, que ferais-tu? Je ne connais sincèrement pas la réponse. Je ne déteste pas Garrett. Il était une victime, aussi, à sa manière. Il ne l'a juste jamais su jusqu'à maintenant. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse dans les commentaires. Je n'ai pas pleuré. J'avais fait mes pleurs il y a des années. Viens dîner un jour, ai-je dit. J'ai une chaise, mais j'en emprunterai une autre. Il a ri. À peine. C'était un début. 2 semaines après la lecture, maman s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue à travers le Judas, debout dans le couloir avec son manteau en laine, pas de maquillage, les cheveux non lavés, paraissant plus petite que jamais. Elle est restée là pendant 5 minutes entières avant de frapper. Je le sais parce que j'ai regardé. J'ai ouvert la porte. Elle a regardé mon studio, les 42 mètres carrés, le comptoir bureau, l'unique chaise, le minuscule sapin toujours là parce que je n'avais pas eu le cœur de l'enlever. Et quelque chose dans son visage s'est effondré. Pas parce que l'appartement était petit, parce qu'il était à moi, parce que j'avais construit cette vie avec rien de ce qu'elle ou papa m'avait donné, et qu'il était toujours debout. Je peux entrer? Je me suis écarté. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, le seul autre endroit où s'asseoir, et a pressé ses paumes ensemble entre ses genoux. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé le sol. Je savais que Garrett n'était pas de Rick depuis le jour de sa naissance, a-t-elle dit. Le timing. Je savais et j'étais terrifié. Alors, je n'ai rien dit. Et quand ton père a commencé à suspecter, quand il t'a regardé avec tes cheveux roux et a décidé que tu étais la preuve de ce que j'avais fait, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé te blâmer parce que tant qu'il se méfiait de toi, il ne se méfiait pas de Garrett. Et tant qu'il ne se méfiait pas de Garrett, il ne divorcerait pas de moi. Elle a dégluti. Je t'ai utilisé comme bouclier, Caroline. Pendant 20 ans, j'ai laissé ma fille prendre la punition pour mon mensonge. Les mots flottaient dans l'air de mon petit appartement. Oui, ai-je dit. Tu l'as fait. Elle a tressailli. Je ne peux pas te pardonner aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je ne veux plus porter ton secret, maman. Et je ne porterai pas non plus ta culpabilité. Ça, c'est à toi. Elle a hoché la tête. Elle s'est levée. Elle a marché vers la porte. J'ai remarqué ses poignets nus. Pas de bracelet Mickey Moto. Elle est partie sans demander un câlin. J'ai fermé la porte derrière elle, je me suis appuyé contre et je suis resté là jusqu'à ce que ma respiration soit à nouveau régulière. Puis je me suis fait dîner, seul, dans mon appartement, selon mes propres termes. 14 février, Saint-Valentin, de toutes choses. L'univers a un sens étrange du timing. Je mangeais le déjeuner à la cafétéria de l'hôpital. Sandwich au poulet, jus d'orange, néon, l'habituel. Quand mon téléphone a vibré, notification de mail de Richard R. Mitchell. Objet, à ma famille. Destinataire, la liste de distribution de la famille Mitchell. Tous les 42 membres. La même liste qu'il avait utilisée pour partager la photo du kit ADN. La même liste qu'il avait utilisée pour annoncer le testament. Je l'ai ouvert, à ma famille, j'ai passé 20 ans à traiter ma fille Caroline comme si elle n'appartenait pas à la famille. Je l'ai appelée une erreur. Je lui ai refusé des opportunités que j'ai librement données aux autres. Je l'ai humiliée publiquement à plusieurs reprises,
plus récemment à Thanksgiving devant des personnes auprès desquelles elle avait tout droit de se sentir en sécurité. J'avais tort. Caroline est ma fille biologique. Elle a toujours été ma fille biologique. Le doute que j'ai entretenu était infondé, et le dommage que j'ai causé à cause de cela est quelque chose avec lequel je devrais vivre pour le reste de ma vie. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé l'entreprise. Elle a demandé une chose, une correction publique. Ceci est cette correction. Caroline, tu n'as jamais été une erreur. J'étais. Richard A. Mitchell. Je l'ai lu 2 fois. Le bruit de la cafétéria, les plateaux qui s'entrechoquent, le téléphone de quelqu'un qui sonne, 2 infirmières qui se disputent sur un échange de services. Tout a continué autour de moi comme si rien ne s'était passé. Dana s'est glissée sur le siège en face de moi. Elle avait vu mon visage. Ça va? J'ai tourné le téléphone vers elle. Elle a lu. Elle m'a regardé. Ça va? J'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Pas le « je vais bien » réflexe qu'on donne quand quelqu'un demande pendant une semaine difficile, mais un inventaire honnête. 20 ans de soustraction, un Thanksgiving, une enveloppe, un morceau de papier qui disait ce que mon père ne pouvait pas dire. Je suis libre, ai-je dit. Dana a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Elle est juste restée assise là avec moi à manger son propre sandwich de cafétéria terrible sous les mêmes néons, dans la même pause qui finirait dans 12 minutes. C'était le moment le plus ordinaire de ma vie. Et c'était suffisant. Margaret a appelé début mars, votre père veut réviser le testament. Nouveau langage. Actif divisé également entre vous et Gareth. Il dépose une pétition pour l'adoption d'adultes. Gareth a consenti. Les tribunaux de Virginie traitent cela en quelques semaines. Cela restaura le statut juridique de Gareth en tant qu'enfant de Rick à toute fin. Bien, ai-je dit. Il y a aussi la question de votre part, environ 800 000 à 1,6 million de dollars, selon les évaluations. Votre père veut que vous l'ayez. J'étais debout à mon comptoir de cuisine, le même comptoir où j'avais mangé le dîner de Noël seul, où j'avais ouvert le kit ADN, où j'avais rédigé un email qui a changé ma famille. Le comptoir qui servait de bureau, de table à manger, de ma vie. Je veux qu'elle soit convertie en un fonds de bourse d'études dotées, ai-je dit. Pour les étudiantes en soins infirmiers issus de familles à faible revenu, programme BSN accrédité, renouvelable pendant 4 ans, sans condition. Nommez-le la bourse Mitchell pour les soins infirmiers. Silence à l'autre bout. Vous êtes sûr, a dit Margaret. Je ne me suis pas battu pour l'héritage. Je me suis battu pour la vérité. La vérité a toujours été suffisante. Elle a marqué une pause. Je vais rédiger la paperasse. J'ai signé les documents un mardi soir à mon comptoir de cuisine. Le même stylo que j'utilise pour les dossiers des patients. La même table. Les mêmes 42 mètres carrés. Quelque part là-bas, une étudiante en soins infirmiers de 20 ans à qui on a dit qu'elle n'était pas assez bien, qui a travaillé des doubles et emprunté de l'argent et continué à se présenter de toute façon, recevrait un jour une lettre lui disant que quelqu'un croyait en son avenir. Que quelqu'un avait été autrefois dans sa position exacte et s'en était sorti. Elle ne connaîtrait pas mon nom. C'était bien. Je n'avais pas besoin que quelqu'un connaisse mon nom. J'avais juste besoin que quelqu'un ait la chance que j'avais failli ne pas avoir. Avril, le premier samedi chaud depuis des mois. Le genre de soirée en Virginie où les cornouillers sont en fleurs et l'air sans l'herbe coupée et la lumière reste dorée jusqu'à presque 20 heures. J'ai organisé un dîner, mon studio, mes règles. 6 personnes autour d'une table en pain d'occasion d'IKEA, celle que j'avais achetée pour remplacer le comptoir pour manger. Aucune chaise n'avait d'initiales gravées. Aucune place attribuée, aucune hiérarchie. Dana était assise à ma gauche, déjà en train de discuter avec ma voisine, Madame Patterson, 72 ans, veuve, la femme qui avait laissé de la soupe devant ma porte chaque mardi depuis que j'avais emménagé, à propos de savoir si le pain de maïs devait contenir du sucre ou non. 2 infirmières de la Réa, Marcus et Lee, débattaient de quelque chose sur les protocoles de ventilateurs avec la même passion que d'autres réserves au football. Margaret Foley avait envoyé une bouteille de vin avec une note pour la table, MF. Et au bout, sur une chaise pliante empruntée, était Gareth. Il avait appelé la semaine précédente, pas son ton léger habituel. Calme, prudent, la voix d'un homme apprenant encore qui il était. « Je peux venir ?
Je ne sais pas vraiment où aller d'autre. Apporte le dessert, ai-je dit. Et n'apporte pas ce Tao. Le stationnement est serré. Il s'est présenté avec une tarte achetée en magasin et une Honda Civic qu'il avait achetée il y a 2 semaines. Je n'ai pas demandé ce qui était arrivé au Tao. Je n'avais pas besoin de le savoir. Je me suis assise au bout de la table, non pas parce que j'étais importante, parce que c'était le plus près du poêle et que les pâtes avaient besoin d'être remuées. Papa n'était pas là. Nous n'en étions pas encore là. Peut-être que nous ne le serions jamais. Mais sur mon réfrigérateur, tenu avec un aimant de la boutique de cadeaux de l'hôpital, était un morceau de papier cartonné décoloré, déchiré au milieu, recollé avec soin, au meilleur papa du monde. Je l'avais gardé. Toutes ces années, je l'avais gardé. Pas pour lui. Pour la petite fille de 8 ans qui l'avait fait. Elle méritait de savoir qu'il avait survécu. J'ai regardé autour de ma table. Dana qui riait. Gareth qui écoutait. Madame Patterson qui gagnait l'argument sur le pain de maïs. La lumière du soir entrant par la fenêtre. Chaude, dorée et ordinaire. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce n'est pas un nom sur un testament. La famille, c'est qui reste quand la vérité sort. Et pour la première fois de ma vie, chaque personne à ma table avait choisi d'être là. C'était suffisant. C'était tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez déjà été celle qui a été négligée, sous-estimée ou effacée par les gens qui étaient censés vous aimer en premier, je veux que vous sachiez que votre valeur n'a jamais été à eux de décider. Si vous vous êtes identifié à cela, s'il vous plaît cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui arrive. Il y a une autre histoire qui vous attend. Vérifiez le lien dans la description. Ça pourrait être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et prenez soin de chacun.